Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi, de prendre un petit peu de temps pour faire ce point bien utile sur les pandémies, dans ce moment dans lequel, d'abord, qui nous a bien préoccupés depuis 1 année et demie et qui est toujours un véritable sujet pour nous tous. Peut-être avant de commencer, je voudrais rappeler quelques chiffres pour faire un bilan de là où nous en sommes aujourd'hui et rappeler qu'à ce jour, nous avons 172 millions de contaminations, c'est 3,7 millions de décès. Et si le nombre de cas au niveau mondial accuse une certaine baisse, de gros foyers persistent aujourd'hui, notamment en Amérique latine, on le sait, au Brésil, vous l'avez vu dans l'actualité, en Argentine, en Colombie, aux États-Unis toujours, mais aussi en Asie du Sud-Est avec l'Inde. Et vous avez vous aussi constaté comme nous le désastre qui est en train de se jouer en Inde et les pays d'ailleurs voisins de l'Inde qui sont de plus en plus touchés aujourd'hui. Dans le même temps, et par rapport à ce qui se passait il y a encore quelques mois, on a 2 milliards de personnes qui sont déjà vaccinées et pour autant, de fortes inégalités persistent dans la distribution et la diffusion de ces vaccins. Et enfin, peut-être rappeler, puisqu'on est aussi dans l'actualité des discussions sur le rôle de l'OMS, un premier rapport a été rendu récemment, un panel de haut niveau a rendu un rapport qui fait un peu un état des lieux de la réponse à la pandémie. Nous en parlerons et ce rapport montre un peu le manque de proactivité finalement de l'OMS, non seulement pour comprendre l'origine du virus, mais aussi en quelque sorte sur la lenteur de la réponse et peut-être l'impréparation aussi. Et donc, je vais sans plus tarder présenter les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais commencer en suivant l'écran, l'ordre de l'écran. Je vais donc commencer par Astrid Vabré. Merci Astrid d'être avec nous cet après-midi. Je sais que, comme toutes les personnes qui travaillent dans le domaine médical, vous êtes très, très prise en ce moment. Vous êtes professeure des universités, chef de service de virologie au CHU de Caen. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Anne Sénéquier, donc vous êtes médecin, chercheuse à l'IRIS, codirectrice de l'Observatoire de la santé mondiale. Merci aussi d'avoir pris votre après-midi. Merci Nathalie, bonjour à tous. Karine Lacombe, vous êtes professeure en infectiologie à Sorbonne Université, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine. Vous aussi, merci encore une fois parce qu'on sait que vous êtes des acteurs de premier plan sur la réponse à la pandémie. Oui, bonjour, merci Nathalie et bonjour à toutes et tous. Et Jean-François Corti, médecin, ancien directeur des opérations de Médecins du Monde et coordinateur d'un centre de vaccination à Paris aussi, qui prend un petit peu de temps pour être avec nous. Alors, bonjour merci. Tout le monde. Merci et merci à vous donc d'être avec nous. On sera tous ensemble jusqu'à 17h15 tapante. On essaiera de vraiment respecter les horaires. Et donc, sans plus tarder, je vais peut-être commencer avec vous, Astrid, parce que finalement, avec la Covid, on a un petit peu redécouvert l'existence des virus. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé dans ce domaine, vous les avez beaucoup observés, vous les connaissez, ce sont presque vos amis d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu comme leçon sur leur identification? Je ne parle pas seulement du Covid, je parle en général des virus. Est-ce que ces virus sont finalement beaucoup plus nombreux? Est-ce qu'ils sont localisés dans certaines géographies? Et puis, est-ce qu'on va s'attendre finalement à une pandémie tous les 10 ans? On sait que celle du Covid-19, on parlait, on savait que c'était dans les tuyaux, on avait identifié un virus X. Et on ne savait pas qui, quand, quoi, comment. En tout cas, on a eu la Covid-19. Donc, est-ce que vous pouvez nous replanter un petit peu le décor sur les virus? Oui, alors les virus ont existé bien avant nous et probablement existeront-ils après nous. Donc, les virus, c'est l'entité biologique la plus abondante sur la planète. Les virus infectent absolument tout ce qu'on décrit comme cellules vivantes, c'est-à-dire les cellules de notre organisme, celles de tous les animaux, celles des plantes et celles des bactéries. Et probablement qu'une des parts les plus importantes des virus, ce sont ce qu'on appelle les phages, c'est-à-dire les virus qui infectent les bactéries. Donc, c'est une entité biologique qui est extrêmement abondante, mais
chaque individu, on va dire, est extrêmement petit, puisque c'est l'entité biologique la plus petite qui soit. Et les virus, donc le terme virus veut dire poison au départ, parce qu'on connaît les virus d'abord uniquement par leur effet néfaste, comme celui de la Covid. Mais les virus participent énormément à tout l'écosystème et à toute la vie sur la planète. Donc nous, on connaît la partie, on va dire, obscure des virus, ceux qui nous rendent malades. Donc d'une certaine façon, beaucoup de gens ont redécouvert les virus, puisque ça fait à peu près, on va dire, un siècle qu'on n'a pas eu de pandémie de cette ampleur, donc avec un virus qui se transmet par voie respiratoire. C'est-à-dire que c'est une transmission, il est extrêmement difficile d'y échapper. Alors, les virus sont partout, ils sont partout sur la planète, et même dans, par exemple, les milieux marins les plus reculés. Et est-ce que nous allons avoir une pandémie régulièrement? Alors ça, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les virus sont des entités biologiques extrêmement simples, mais ils ont une très grande force qui est l'adaptabilité. Et donc, c'est un petit peu comme de l'eau. Ils vont pouvoir diffuser et ils le feront tant qu'on leur permettra. Et nous avons un monde globalisé qui se sépare de plus en plus de la faune sauvage, et on ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette partie de la vie sur la planète, et donc effectivement le risque, il existe, et le fait de ne pas connaître l'origine exacte de cette pandémie Covid est un facteur très très limitant pour essayer justement de savoir ce qu'il faudrait faire. Néanmoins, toutes les activités humaines ont ont des conséquences sur la vie des virus et sur la vie de beaucoup de choses, dont la vie des virus. Donc, on ne peut pas prévoir. On n'avait pas identifié un virus X. On l'avait appelé virus X parce qu'on ne le connaît pas. Et ce qui est un petit peu difficile avec les virus, c'est que ce n'est jamais vraiment la même chose. Vous voyez, dans les années 80, on a eu la pandémie de sida, qui est un événement majeur. Mais là, c'est un virus qui se transmet, c'est une transmission par voie sexuelle, donc ce n'est pas du tout la même gestion qu'une transmission par voie respiratoire. Ça donne une infection chronique avec un virus dont on ne se débarrasse pas. Là, le virus de la Covid, c'est une infection aiguë dont on se débarrasse assez vite, mais qui peut, en tout cas chez la plupart des gens. Et donc, en fait, ce n'est jamais vraiment la même chose. Donc, je pense qu'il faut voir, en ce qui concerne les virus, il faut être comme eux, le plus adaptable possible, en ayant des outils prêts à montrer contre eux. Donc là, on a une énorme avancée qui sont les vaccins, avec un développement de vaccins qui est d'une rapidité inégalée. Et on voit qu'à chaque fois, on fait des progrès. Et donc, le truc, ce serait d'avoir des outils qui seraient prêts à répondre à une diversité d'agressions très diverses. Merci Astrid. Peut-être juste une petite question supplémentaire. En termes de diffusion, on a vu, il y avait le SRAS, le MERS, on en a entendu parler. Ça ne s'est pas diffusé de la même façon. Je ne sais pas qui voudrait répondre, si vous voulez peut-être nous en toucher un mot. En fait, on est quand même passé dans une dimension très différente, alors qu'il y a eu finalement quand même des virus qui se sont propagés, pour lesquels on a eu des craintes, mais qui ne se sont pas diffusés de la même façon. Oui, il y a des virus qui restent localisés. Si vous prenez le virus Ebola, par exemple, où il n'y a pas de vecteur insecte, le virus Ebola, par exemple, il est resté localisé à une certaine région du monde. Le SARS-CoV en 2003 ou le MERS-CoV en 2012, en fait, ce sont des virus qui ne sont pas complètement adaptés à l'espèce humaine. Et donc là, celui qu'on a là, le SARS-CoV-2, la Covid, ressemble un peu au virus grippal de 2009. Quand le virus H1N1 de 2009 a émergé, il était d'emblée bien adapté à la transmission interhumaine. Et ça, c'est en fonction de l'adaptabilité, l'adaptation du virus qui est plus ou moins avancée. D'accord. Super. Merci beaucoup Astrid pour cette bonne introduction et pour planter un petit peu le décor. Maintenant, je voudrais revenir du coup par rapport à la Covid-19. On a beaucoup parlé de l'origine du virus et il y a plusieurs hypothèses quand même qui sont sur la table quant à cette origine. Je vais commencer avec vous, Anne, peut-être pour nous parler un petit peu justement
des zoonoses, du rapport du changement climatique, de cette proximité entre l'homme et l'animal, et peut-être nous brosser un petit tableau, et puis ensuite, j'irai sur le côté scientifique, peut-être plutôt laboratoire, virus synthétique avec vous, Karine et Astrid, si vous voulez bien. Anne? Avec plaisir. Je vais juste rebondir sur cette histoire de diffusion de virus. On a eu aussi une particularité avec le Covid-19, c'est que ça a émergé en Chine quelques semaines avant le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois, au niveau mondial, ça mobilise 2 milliards de personnes. Ça veut dire que on a confiné Wuhan 2 jours avant le Nouvel An chinois. Ça fait qu'il y avait déjà 5 millions de personnes qui avaient quitté la ville de Wuhan avant que le confinement. Et cette mobilité de personnes a pu aussi favoriser, en plus du fait de cette adaptabilité dont Astrid parlait, le fait de diffuser plus rapidement. Donc, il y a la concordance du virus, mais aussi la concordance du récepteur, nous, êtres humains, nos comportements, où ça émerge. C'est vrai que, par exemple, quand on a un virus qui ressort du pergélisol au fin fond de la Sibérie, du fait d'une carcasse qui réémerge, alors qu'il y a juste une petite population nomade autour, ça ne va pas avoir le même impact qu'effectivement quand ça arrive dans une grande ville asiatique ou dans n'importe quelle mégalopole, pour dire vrai. Donc, c'est une petite parenthèse. Sur le côté zoonose, c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste dans l'hypothèse de cette émergence de la Covid-19. Par contre, je pense qu'il est important de dire que cette zoonose n'est pas une hypothèse concernant les maladies émergentes. C'est un fait avéré. Il y a énormément de maladies que l'on connaît et que l'on a rencontrées ce dernier siècle qui sont des zoonoses. Qu'est-ce que c'est qu'une zoonose? C'est une maladie du monde animal qui va passer chez l'être humain à l'occasion d'un rapprochement entre ce monde animal et l'homme. Et la question, le mot-clé, il est là, c'est le rapprochement entre l'homme et l'animal. Et cette interface homme-animal, ces dernières décennies, du fait de notre fonctionnement, du fait de la mondialisation, du fait de la révolution verte également en agriculture, fait qu'elle n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment. Donc, on peut le voir à travers plusieurs évolutions, à travers l'évolution du changement d'utilisation des terres, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la modification des écosystèmes, la pression agricole, où on va repousser justement la faune sauvage vers les forêts, où on va déboiser pour cultiver. Alors, les faunes qui étaient présentes sur ces espaces-là, soit va se rapprocher des villes, soit justement va pouvoir être plus présente en contact avec l'animal. Et l'on voit par exemple le VIH, c'est un virus qui a émergé pour la première fois en Afrique équatoriale lors du traçage des chemins de fer pour ressortir les matières premières de la forêt congolaise. Donc, ce n'est pas ce moment-là où il a pu être pandémique, puisque c'est bien des décennies avant l'épidémie que l'on connaît de 1980, mais ça montre aussi qu'un virus, il émerge une première fois, il teste en fait. Il va tester une fois, parfois ça marche pas, et on voit, et c'est le cas du VIH en l'occurrence, où on a plusieurs tentatives d'émergence jusqu'au moment où finalement il va rencontrer le bon récepteur et la bonne opportunité pour que ça devienne pandémique. Donc, on a donc ce changement d'utilisation des terres qui aujourd'hui est j'ai envie de dire, l'élément principal du fait de cette augmentation interface homme-animal. On a l'extension urbaine également. On a aujourd'hui plus de 50% de la population mondiale qui vit en ville. Alors, on pourrait se dire, finalement, être en ville, ça nous protège du monde animal. Mais en fait, on a aujourd'hui 1,4 milliard de personnes qui vivent dans des zones urbaines informelles. Et dans ces zones urbaines informelles, souvent dans les arrière-cours, vous avez des volailles, vous avez des cochons pour justement la subsistance locale et la survie de la population. Donc on a dans un espace très restreint une densité de population et humaine et animale très importante qui fait que moindre virus qui peut passer chez l'un chez l'autre peut avoir justement cette interface augmentée aussi. On a le trafic d'animaux sauvages qui est très important. Et d'autres mécanismes qui viennent rajouter à chaque fois
leur contribution pour faire que ces maladies émergentes sont de plus en plus présentes. On a l'acquisition des mécanismes de résistance aux médicaments, on a donc des agents infectieux qui deviennent résistants à nos antibiotiques, du fait aussi de la façon dont l'élevage industriel se passe, avec justement une antibiothérapie systématique. On a la baisse de vigilance des systèmes de contrôle. C'est vrai qu'avant la pandémie que l'on connaît, le système de contrôle n'était pas forcément la priorité qui était financée au niveau international ou même au niveau national. Et on a ce challenge du 21e siècle qui rajoute un cadre de contrainte sur cette problématique déjà antérieure, c'est-à-dire le changement climatique, qui en modifiant la météo locale, la végétation et donc la faune, on va avoir une migration des aires géographiques de certains animaux. Et pour certains, ça va réduire leur zone d'habitat, qui va les pousser vers l'homme. Et de fait, encore une fois, on revient toujours à cette interface homme-animal. Il faut savoir qu'en 300 ans, on est passé d'un monde sauvage à un monde artificialisé, de 95% de monde sauvage en 1700 à 50% aujourd'hui des terres émergées libres de glace qui sont artificialisées. Donc ça veut dire qu'il y a 50% de la surface terrestre où les animaux sont en contact permanent avec les hommes. Et c'est ça qui aujourd'hui a permis à certains chercheurs d'établir justement une carte mondiale où il y avait justement le risque privilégié des prochaines émergences de zoonotiques. Alors, on pense bien sûr à la bande tropicale parce qu'il y a un foisonnement de vie, et c'est vrai à tous les niveaux de vie, que ce soit les animaux, les végétaux, mais aussi les agents pathogènes. Donc, on a bien sûr les forêts équatoriales, le sud-est de l'Asie, mais on a aussi l'Europe en général, qui était le lieu et la place d'une forêt primaire, hein, il ne faut pas l'oublier, et la côte est américaine, où on voit finalement, c'est la concordance entre les zones urbaines, les zones densément peuplées et les zones qui étaient auparavant forestières. Anne, peut-être juste pour revenir là-dessus et par rapport en fait à l'origine de la Covid-19, justement sur les hypothèses qu'on avait par rapport à ce que vous venez de décrire, finalement, est-ce que ça a été quand même, est-ce qu'il y a une des hypothèses claires? Il y en a plusieurs qui sont sur la table, dont d'ailleurs le fait que finalement on a accusé le pangolin d'être justement le pauvre, un des acteurs de transmission. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur cette hypothèse-là, en tout cas dans ce rapprochement effectivement de proximité homme-animal, sur l'hypothèse de l'origine en fait Cette hypothèse, elle est, pour reprendre les termes justement de ce rapport que vous évoquiez tout à l'heure de l'OMS, hautement probable, tout simplement parce qu'effectivement les grandes pathologies de ces dernières années proviennent de cette zoonose, l'Ebola par exemple, qui vient de la destruction forestière au contact le plus étroit avec les animaux de brousse et la population humaine à travers les chauves-souris, la grippe aviaire à travers les volailles, la maladie de Lyme qui sont les tiques, le Zika, le chikungunya, le SARS-CoV, le MERS aussi, Covid-1. Donc, tout cela, aujourd'hui, l'hypothèse probable est une zoonose dont on n'a pas encore identifié l'hôte premier. Donc, il est fort probable aussi qu'il y ait une chauve-souris qui soit un hôte intermédiaire, mais pour l'instant, il n'a pas été trouvé justement cet animal princeps. Donc, il y a actuellement aussi des recherches faites sur les animaux hors de Chine. Alors, c'est là où on est un petit peu compliqué aussi par la géopolitique, hein, parce que on a eu des difficultés pour lancer cette enquête zoonotique en Chine. Et la Chine, aujourd'hui, lance ses propres enquêtes, mais en dehors de son territoire. Alors, c'est vrai que s'éloigner du point d'émergence, en espace et en temps aussi. Aujourd'hui, ça fait bientôt 1 an et demi qu'il y a eu cette émergence. Ça peut être compliqué, d'autant plus que on pense à des animaux communs, mais on peut aussi avoir
et ça peut se trouver justement dans ces pays continents comme ça, où on a des animaux qui ne vivent seulement sur une partie du territoire, une niche géologique particulière qui pourrait émaner de là aussi. Super, merci Anne pour ces explications. Peut-être qu'on va passer un peu à l'hypothèse du laboratoire, le virus échappé d'un laboratoire ou une hypothèse d'un virus synthétique. Peut-être Astrid, Karine, je ne sais pas laquelle des deux voudrait commencer par ça, mais je trouverais intéressant peut-être qu'on essaye d'aborder, puisque le sujet n'est pas clos en fait. Aujourd'hui, on n'a pas décidé, on n'a pas de clarté en fait sur l'origine réelle de ce virus, mais il y a quand même des hypothèses qui ont été mises sur la table et au-delà des zoonoses, il y a deux hypothèses autres, en tout cas celle du laboratoire, mais aussi celle d'un espèce de virus qui aurait pu être un virus synthétique. Donc, est-ce que je vois Karine a débloqué son micro, donc Karine, vous voulez commencer, puis après peut-être Astrid? Non, je pense que c'est pas. Je préférais laisser la parole à Astrid parce que ça, c'est vraiment de la virologie. Et puis, je compléterai peut-être avec un regard peut-être plus clinique ensuite. Ça marche. Alors, Astrid. Oui, donc du coup, alors l'hypothèse zoonose dont a parlé Anne, clairement, on est quasiment sûr que le réservoir faune sauvage, ce sont des chiroptères, et essentiellement des chiroptères rhinolophus, à peu près comme pour le SARS-CoV. En revanche, ce qui nous manque, c'est le chaînon manquant qui était pour, on va dire, le SARS-CoV-1 de 2003, l'équivalent de la civette Paguma larvata, c'est-à-dire un animal qu'on a amplifié en élevage et qui donc autorisait la multiplication du virus. Très difficile de savoir si les virus rendent les animaux d'élevage malades, puisque en général, on les tue très jeunes pour les manger. Et donc ça, effectivement, comme disait Anne, la Chine a fermé complètement ses frontières et n'a produit aucune donnée concernant des prélèvements sur ces animaux-là. On aimerait bien savoir ce que sont devenus les élevages de civette Paguma larvata qui ont dû normalement être détruits après la pandémie de 2003. Ces deux virus restent proches et le SARS-CoV-2, vous avez vu, est capable d'infecter des animaux comme les furets ou les visons, donc beaucoup de mustélidés. Donc ça, on va dire, la Chine a fermé toutes ses frontières et maintenant on est assez loin et elle ne les a pas rouvertes de toutes les façons. Et si on veut aller dans des zones qui sont géographiquement assez proches, en tout cas sur la biogéographie, dans les régions nord, par exemple, du Laos, là où les Chinois sont en train de construire des voies de chemin de fer énormes pour en fait faire des provinces des pays voisins, eh bien c'est pareil. Ces pays, il est très difficile d'y aller parce qu'il y a des règles avec la pandémie qui rendent l'accès très difficile. Le virus synthétique, on peut dire que c'est quelque chose pour nous, virologues, qui est plutôt à écarter car l'étude des séquences montre que c'est pas simple de créer un virus synthétique, il y a toujours un modèle et là, il semblerait que ça se passe de modèle comme seule la nature peut le faire. Alors, l'hypothèse laboratoire, donc l'Institut de virologie de Wuhan, donc là, c'est la question des laboratoires qui pratiquent ce qu'on appelle le gain de fonction, c'est-à-dire quand les virus émergent, eh bien, certains laboratoires, des laboratoires souvent qui sont très compétents dans l'affaire, essaient d'adapter le virus pour savoir ce qui lui manque pour avoir une transmission interhumaine augmentée. Ça s'est passé avec notamment la grippe H5N1, avec deux études qui n'ont pas pu être publiées, notamment celle émanant d'un laboratoire des Pays-Bas, le laboratoire de Ron Fouchier, où en fait, ils ont passé le virus H1N1 de furet en furet pour savoir, et c'est un virus qui est devenu transmissible de mammifère à mammifère, et donc de savoir ce qui manque au virus qui circule dans le monde. Ça permet de mieux le surveiller et d'avoir une réactivité plus importante, mais ça produit des virus plus dangereux. Et donc, il y a eu à l'époque un moratoire sur ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire, et c'est ce qu'on appelle en fait le gain de fonction. Faut-il travailler sur le gain de fonction de virus existants? Alors, c'est ce qui pourrait s'être passé dans un laboratoire à Wuhan, puisque la séquence la plus proche, c'est la séquence RADG13 d'un coronavirus d'une Chiroptère rhinolophus.
Et ça, en fait, on ne peut pas le savoir. Donc, cette hypothèse-là, elle est, on va dire, un peu plus science-fiction. Elle n'est pas complètement impossible, mais elle est pour l'instant complètement invérifiable. Et donc, il y a un certain nombre de groupes, de personnes qui aimeraient connaître le fin mot de l'histoire, parce qu'évidemment, ça change tout. Si c'est un phénomène un petit peu naturel, d'élevage, un petit peu, d'élevage d'un animal, eh bien, on peut essayer de revoir ce qui n'a pas été. Et puis, si ça émane d'un laboratoire de recherche, comme l'Institut de Wuhan, c'est l'un des plus gros instituts au monde de virologie, ça peut changer la donne. Donc, c'est une hypothèse qui, pour moi, est à mettre en second plan et qui ne peut pas être écartée. Voilà où on en est. Et donc, ça va agiter, les esprits pendant longtemps. Et je ne sais pas, là, il faudra avoir une enquête, avoir l'autorisation d'aller enquêter sur place et donc d'avoir des pouvoirs que personne n'a pour l'instant. Super. Peut-être, Karine, si vous voulez rajouter quelque chose, et j'introduis d'emblée, parce que j'essaie de suivre aussi les questions qui sont posées. Je ne sais pas qui pourra y répondre, mais il y a Joël qui demande « Quid de l'état actuel de connaissance des résultats de cette étude de l'INSERM parue en début 2020 qui montre que des patients suivis en cohorte en France, testés Covid sur des sérums prélevés en 2019, se sont révélés positifs. Autrement dit, dit-il, il y avait en France des patients Covid-19 positifs entre septembre et décembre 2019, ce qui pose la question de l'émergence même du virus à Wuhan. Et est-ce que l'émergence ou le lieu de foyer le plus important où le virus a largement été diffusé ailleurs? Voilà. Donc, je mets cette question-là. Karine, la parole est à vous. Oui, parce que je vais moi-même poser une question à Astrid pour approfondir un point qui reste encore en suspens sur l'origine du virus. Moi, je voulais surtout dire, pour compléter ce que dit Astrid, c'est que finalement, on s'aperçoit là, avec les difficultés que l'on a à collaborer avec la Chine, que la géopolitique, parfois, peut devenir l'ennemi de la science, en particulier quand les intérêts d'un pays totalitaire, autoritaire comme la Chine, sont menacés, enfin, en tout cas quand le pays autoritaire sent que ses intérêts sont menacés ou que son influence pourrait en sortir grandement diminuée. La question que je voulais poser à Astrid, un peu pour compléter tout ce que tu viens de dire, c'est que l'hypothèse que ce soit un virus qui a été gardé en laboratoire et qui soit originaire de ces fameuses grottes du nord de la Chine où des personnes sont décédées il y a de nombreuses années, des mineurs sont décédés et de tableaux cliniques qui sont très proches de ce qu'on voit maintenant. Qu'est-ce que toi tu en penses en tant que virologue? Et après, je pourrais revenir à la question qui a été posée dans le chat sur l'étude SAPRIS, qui est cette étude nationale dont il est fait référence. Okay, merci. Donc moi, je pense que de garder des virus comme ça, qui seraient venus d'animaux, qui auraient contaminé quelques personnes, c'est ce que disait Anne tout à l'heure, quand on a un mammouth qu'on retrouve avec un virus où il y a quelques personnes, c'est difficile pour un virus d'émerger. Moi, je pensais plutôt… Alors, moi, ça, j'y crois pas trop, qu'un virus comme ça, magique, soit gardé dans une fiole quelque part, et puis ça sort et ça marche tout de suite. En revanche, c'est ce que je disais. La question qu'il faut se poser, c'est qu'il y a ces scientifiques qui cherchent pour des raisons qui sont le plus souvent bonnes pour la science, ce qu'on appelle le gain de fonction, c'est-à-dire qui travaillent un virus et pour voir quelle fonction il peut acquérir. Donc, il y a des exemples. Il y a cet exemple notamment avec le H5N1 et c'est une question qui est très importante dans le domaine de la virologie. Faut-il faire ces études? Alors, il y a oui, parce que ça pourrait énormément nous aider, puisqu'on trouve beaucoup plus facilement ce qu'on cherche. On voit quand un variant Covid arrive, la difficulté qu'on a à savoir ce que veut dire une mutation, alors que là, si on avait identifié déjà ce qu'il faut chercher et que ça apparaît spontanément, on pourrait réagir plus vite. D'un autre côté, ce sont des virus qui ont des gains de fonction et qu'il faut garder, ne pas faire sortir des laboratoires. Il n'est pas évident que même si c'était ça, le fait qu'il y ait des virus un petit peu ancestraux aux virus qu'on a connus
début mars, là, ça, c'est tout à fait possible. Un virus, pour s'adapter à l'homme, il a besoin de passer d'homme à homme. Et c'est en se multipliant et en étant transmis d'homme à homme qu'il affine, en fait, son caractère de provoquer l'infection. Donc, il se peut que les premiers virus qui soient arrivés, ils soient pas, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient très bien adaptés. En fait. Voilà, ils affinent leur performance, ils affûtent vraiment leur biologie. Super. Et ce que vient de dire Astrid est extrêmement important parce que ça explique pourquoi actuellement on a cette émergence de variants petit à petit et pourquoi est-ce que quand on laisse circuler un virus librement dans une population naïve, hein, c'est-à-dire sans mécanisme de défense, que ce soit par des vaccins ou une immunité naturelle, eh bien, le virus va petit à petit changer de conformation et s'adapter à l'autre. Et actuellement, tous les virus dont on commence à parler, comme le virus, comme ce fameux variant indien, et avant lui, le variant anglais, ben, sont des virus qui sont beaucoup plus contagieux, justement parce qu'ils se sont adaptés à l'homme. Pour revenir à la question qui a été posée par l'un des auditeurs sur les résultats qui ont été obtenus rétrospectivement dans une cohorte de patients. Donc, c'est effectivement une étude de séroprévalence qui a été effectuée sur une cohorte qui s'appelle la cohorte Constance. Alors, en fait, la cohorte Constance inclut plusieurs centaines de milliers de personnes en France sur la base du volontariat à la demande de la sécurité sociale. Et ce sont des personnes qui ont accepté de participer à cette étude prospective sur plusieurs années, au cours de laquelle, une fois par an, ils vont passer un bilan sanguin, enfin un bilan clinique dans un centre de santé de la sécurité sociale. Et à cette occasion-là, acceptent de donner du sang qui va constituer ce qu'on appelle une biobanque. Et donc, dans cette étude, donc, qui s'appelle l'étude SAPRIS, où les patients les participants plutôt de Constance ont participé, eh bien, on a regardé dans les séras qui avaient été collectés, c'est-à-dire les échantillons de sang qui avaient été collectés dans les mois qui ont précédé janvier 2020, donc qui signent la date d'émergence de la pandémie, si certains avaient des marqueurs d'infection à SARS-CoV-2. Et en fait, on s'est aperçu qu'une petite fraction, mais quand même quelques centaines de personnes, avaient des marqueurs d'une infection passée à SARS-CoV-2. Et effectivement, les premiers cas rapportés de cette infection passée remontent à la période de septembre à décembre. Ce qui veut dire effectivement que le virus n'a pas émergé brutalement en décembre ou janvier à Wuhan, mais qu'effectivement, il y avait déjà une circulation à minima du virus et que des personnes en France se sont retrouvées infectées. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été rapportées. Et une des hypothèses, mais peut-être qu'Astrid, tu me corrigeras ou tu abonderas dans mon sens, il semblerait qu'il y ait eu des jeux militaires, donc des jeux sportifs militaires, avec certains militaires français qui sont allés en Chine en tout cas qu'il y a eu un échange de population à ce moment-là et que c'est peut-être comme ça que le virus a été rapporté sur le territoire français. Alors, c'est probablement pas la seule source, peut-être que c'est probablement, comme disait Astrid tout à l'heure, à un moment donné, on a un petit épisode comme des cas sporadiques, mais il faut vraiment un événement très important pour qu'on passe de quelques cas sporadiques à une épidémie, puis ensuite une pandémie. Super. Tout à fait, ouais. Merci, merci Karine. Alors peut-être que maintenant on va se déplacer un petit peu, on va se rapprocher on va être plus proche de nous en fait de ce qui s'est passé sur la gestion de la crise et peut-être en dire quelques mots sur la façon dont on a géré la crise en France, en Europe et dans le monde. Et pour ça, peut-être pour commencer avec vous, Karine, par rapport aux différentes mesures et les différentes séquences en fait des mesures qui ont été mises en œuvre au niveau français et européen, quel bilan on peut faire aujourd'hui? C'est vrai, on n'est pas encore sorti de la crise, mais c'est pas inintéressant de prendre un peu de recul et de se dire quel bilan on peut faire nous de ce qu'on a mis en œuvre en France. Si on se compare à quelques pays européens, je serais ravie aussi de savoir ce que vous en pensez. Et puis, si on s'écarte encore un peu plus, on a le reste du monde qui a eu des stratégies assez différentes. L'Asie qui très, très rapidement a fermé les frontières avant même que l'OMS ne déclare la pandémie mondiale, a pris des mesures drastiques, très, très fortes, très, très rapides, etc. Donc, c'est pas inintéressant peut-être de faire un petit arrêt sur image, en fait, sur la façon dont tout ça a été géré. Karine, je vous laisse peut-être commencer.
Oui, bah, je peux lancer la discussion sur ce sujet-là. L'une des choses de façon globale qu'on peut remarquer maintenant à un an quasi et demi du début de la pandémie, c'est qu'on n'a pas du tout avancé en ordre concerté. Alors au niveau mondial très certainement, mais même au niveau européen, on a vu, on voit maintenant avec le recul qu'on n'a pas du tout eu une réponse concertée entre tous les pays. On n'a pas par exemple, fermer les frontières tous ensemble ou au moins instaurer des contrôles virologiques aux frontières ensemble. On n'a pas eu la même réponse en termes de confinement. Certains pays ont confiné, d'autres ont eu des mesures de freinage et certains, comme la Suède, ont décidé de n'avoir aucune de ces mesures-là. Et c'est probablement, je pense, et ça, c'est les analyses géopolitiques qui vont nous permettre d'avoir un éclairage plus précis. Ça explique aussi pourquoi probablement on a eu du mal à finalement agir sur la mortalité. Et certains pays se sont peut-être mieux débrouillés que d'autres, mais pour l'instant, il est assez difficile de savoir pourquoi certains pays se sont mieux débrouillés que d'autres. Est-ce que c'est surtout lié à des phénomènes différents en termes de début de la pandémie? Par exemple, en Italie, on sait qu'ils ont été touchés avant nous en France, mais malgré tout, nous en France, on a eu finalement une mortalité qui était assez élevée, plus élevée que ce qu'on a vu en Allemagne, mais également en Espagne. Donc, il y a un moment donné, effectivement, il va falloir analyser de façon très précise l'impact des mesures sanitaires et politiques qui ont été prises et qui ont influencé la mortalité. Et bien sûr, il y a également la dimension économique. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, quand on regarde un peu comment la pandémie comment on a fait face à la pandémie en France, on a plusieurs séquences en fait. La première séquence, que je dirais être en gros de janvier à fin février, c'est une période de sidération. En fait, on a observé ce qu'il se passait à un moment où on ne savait pas jusqu'à quel degré d'extension l'épidémie qui était originellement centrée sur la Chine allait atteindre. Et c'est quand l'Italie a été touchée très brutalement avec une explosion à un moment donné de l'épidémie qui finalement a probablement évolué à bas bruit, comme en France depuis, je dirais, septembre-octobre, et puis finalement, il y a eu un événement majeur. Donc pour l'instant, on n'arrive pas encore trop à cerner l'origine pour l'Italie, mais en tout cas, qui a précédé de 15 jours l'explosion en France. C'est là qu'on a commencé à s'inquiéter, qu'on a commencé à comprendre que non, on ne serait pas épargné, comme on le pensait plus ou moins au courant du mois de janvier. Donc, à partir du mois de février, on s'est mis en ordre de marche. On s'est mis en ordre de marche pour faire face à l'afflux de cas, à une époque où on ne savait pas encore trop comment le virus se transmettait, où on commençait à pouvoir faire du test, mais on s'est aperçu qu'on n'avait pas les moyens matériels et humains pour faire du test à grande échelle. Donc ça, c'est sûr que ça a été un énorme problème. Si on avait pu, alors qu'on savait qu'il fallait tester, moi je me rappelle très bien en mars à l'hôpital, quand les gens arrivaient, on voulait les tester, mais en fait, on n'avait pas le matériel pour tester. Donc, si on avait eu le matériel pour tester, ça aurait probablement été bien différent. Donc, on ne savait pas trop comment ça se transmettait, on n'avait pas assez de matériel pour tester. Et donc, la seule chose qu'on a pu faire, c'est essayer d'adapter le système de soins à l'accueil, à l'arrivée massive des malades dans les structures hospitalières. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'en fait, malgré une certaine anticipation, on a eu beaucoup de mal à anticiper la violence de la vague qu'on a subie. Et là, en fait, tous les moyens donc ça a duré à peu près 6 semaines, tous les moyens ont été mis surtout pour essayer de contrôler cette arrivée massive de malades et donc d'agir sur la morbimortalité. Donc ça, je dirais à peu près jusqu'à mi-fin avril. Et puis ensuite, s'est mis en place une autre phase qui, je dirais, a duré probablement jusqu'en août, où on a commencé à avoir de façon assez facile les masques, mais également les tests. Et donc, on a mis en place, au moment où on sortait du confinement, toute la procédure de tester, isoler, tracer. Mais dans une certaine pagaille quand même, parce qu'on a eu beaucoup de tests d'un coup, mais on s'est mis à beaucoup tester
et en même temps, on n'avait pas les moyens humains pour vraiment tracer, isoler. Alors, est-ce qu'on ne les avait pas ou est-ce qu'on ne s'est pas donné les moyens de les avoir? Ça, c'est le regard critique sur la gestion de la pandémie qui nous apportera des explications. Et puis après, à partir de septembre, donc je dirais qu'en été, tout le monde s'est un peu reposé en disant bon, on va prendre un peu le large et en espérant que ça ne revienne pas. Et très tôt, nous, on s'est bien aperçu, les médecins épidémiologistes, les cliniciens, les virologues qui travaillons quasi 24 heures sur 24 sur l'épidémie, qu'on n'allait pas s'en tirer avec une seule vague. Et ensuite, à partir de l'automne, ça n'a plus du tout été une gestion scientifique qui a fait prendre les décisions, ça a plus été une gestion politique, jusqu'à ce qu'on arrive à un changement de paradigme complet à la fin de l'année, et on l'a bien vu en janvier, où ça n'a plus du tout été une gestion sanitaire, mais plus une gestion politique, c'est-à-dire quel prix est-on prêt à payer pour essayer de maintenir une vie qui se rapproche le plus possible d'un fonctionnement normal de la société. Et donc, c'est comme ça qu'il a été décidé, par exemple, de ne pas confiner, qu'il a été décidé d'accepter qu'on ait 400 morts par jour pendant des semaines et des semaines, c'est-à-dire une surmortalité de novembre jusqu'à maintenant, une surmortalité par rapport à d'autres pays européens, au nom de décisions politiques et non plus sanitaires, d'essayer de faire sortir la société indépendamment de la maîtrise de l'épidémie, en pariant en particulier sur la vaccination. Et donc, c'est vrai que toute cette saga de la vaccination a débuté en juillet l'année dernière et a abouti à la mise sur le marché de vaccins beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, grâce à l'effort absolument massif financier, mais également humain, et à l'utilisation de technologies qui étaient déjà au point, mais qu'on n'avait pas encore mis à disposition de ce type de vaccination. Et à partir de décembre, là, on a eu vraiment l'envol de la campagne vaccinale, enfin un envol un peu poussif en France, mais petit à petit, on a rattrapé le retard. Donc, voilà un petit peu toutes les séquences de l'épidémie. On est là très probablement en train de sortir de l'épidémie, de sortir de l'épidémie en France, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres vagues, mais probablement que les futures vagues qu'on va avoir vont être plus faibles et en tout cas devraient pouvoir être digérées par le système de soins, la vaccination, et je ne pense pas qu'on repartira sur des épisodes de confinement, voire même de mesures de freinage qu'on a eu jusqu'à maintenant. Bien. Merci Karine. Peut-être que je vais laisser la parole maintenant à Jean-François Corti, qui a aussi beaucoup travaillé sur le terrain et qui finalement trouve que dès le démarrage de cette crise, finalement, il y a une approche un peu médecine de catastrophe en pays riches. Peut-être, Jean-François, vous étiez aussi, vous, assez proche, en fait, puisque vous avez aussi œuvré dès le début de la crise à apporter les secours qui pouvaient être apportés aux populations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, votre regard un peu, et avec aussi peut-être un côté un peu politique sur le regard que vous pourriez porter à cette réponse? Oui, merci Nathalie pour cette question. C'est vrai que habituellement, les épidémies peuvent impacter les systèmes de santé dans des pays dits émergents ou des pays à faibles ressources. On le voit régulièrement au travers même d'épidémies comme la rougeole ou la méningite qui peuvent déstabiliser certains pays d'Afrique subsaharienne notamment, ou du Niger ou des pays de la sous-région. On a vu que Ebola aussi avait fortement impacté certains pays en mettant à mal des systèmes de santé, en infectant beaucoup de soignants et en déstructurant des systèmes de santé à l'échelle de pays. Mais c'est vrai qu'en Occident, dans les pays dits riches, cette réalité d'un impact fort d'épidémie remonte à longtemps et c'est pas quelque chose qui est courant. Et donc cette situation s'est présentée à nous aussi, en France, en Europe, et avec de la part de soignants une grande stupéfaction. Karine l'a rappelé, une sidération sur la première phase, autour de janvier-février 2020, où, de mon point de vue, on s'est retrouvé dans une situation quasi de médecine de catastrophe, où on s'est retrouvé à devoir gérer dans un temps très bref
un nombre conséquent de malades avec des fortes mortalités dans un contexte où nous avions une pénurie de moyens de protection, de masques, de gel hydroalcoolique, une pénurie de moyens thérapeutiques. Hein. On ne parlait pas encore d'anticoagulants ou de corticoïdes, encore moins d'anticorps monoclonaux, donc dans un contexte difficile de prise en charge médicale et où on n'avait aucune visibilité, aucune cartographie du développement de la maladie. L'a rappelé Karine aussi, c'est à partir de juin, juillet et puis de l'été qu'on a commencé à pouvoir développer en masse les tests, à pouvoir aussi, d'une certaine manière, avoir une vision globale du développement de l'épidémie. Donc cette médecine de catastrophe, auquel on n'était pas forcément préparé avec une telle ampleur, a impacté notre système de santé et a induit des décisions politiques centrées autour de la gestion de la pénurie et du risque de déstructuration complet de notre système de santé. Et on l'a vu d'ailleurs, beaucoup d'autres pathologies chroniques ont dû être mises en stand-by, tout un tas de logiques de chirurgie préparée et d'intervention de prévention ont été mis de côté au profit d'une maximisation de nos systèmes de santé autour, notamment à l'hôpital, de la prise en charge des cas graves. Donc, il y a quand même une déstabilisation avec des choix politiques stratégiques qui sont assez classiques, au fond, d'un tableau de médecine de catastrophe, à savoir sécuriser les soignants. Donc, on a vu comment on a priorisé notamment les masques FFP2 ou autres au niveau de l'hôpital, comment ensuite, dans un second temps, avec l'arrivée des vaccins, les personnes à haut risque, mais aussi les soignants ont été priorisés. Et puis, on a pris des mesures radicale, exceptionnelle, parce que cette priorisation et cette sécurisation on va dire, du corps soignant était assez limitée et que le confinement a été une mesure ultime pour essayer de canaliser l'émergence et l'émancipation de l'épidémie, chez nous d'ailleurs, mais dans beaucoup d'autres pays. Donc, situation exceptionnelle. Ce qui a été important de mon point de vue, c'est que dans ces conditions, à la fois l'épidémie en tant que telle, mais aussi les mesures politiques ont accéléré les inégalités au global, les inégalités dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Et on a vu de nombreuses personnes. Moi, j'ai eu à soigner dans un centre Covid pour personnes précaires, des femmes seules avec nourrissons souvent qui sortaient de l'hôpital, qui n'avaient plus de lieu d'hébergement parce que tous les réseaux de solidarité s'étaient effrités, parce que tous les petits travaux informels, que ce soit dans les restos ou autres, dans différents corps de métier, n'étaient plus fonctionnels et que toutes les personnes qui étaient dans des logiques de survie au quotidien ont vu leur situation gravement se détériorer. Et c'est pas pour rien que des premiers chiffres d'enquête très rapidement ont montré que près d'1 million de personnes supplémentaires en France avaient basculé dans la pauvreté, sachant que on est déjà sur un tableau en France où on parle de près de 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec près de 9 à 10 millions de personnes qui sont dans des situations difficiles. Donc, y compris dans les pays dits riches, notre système de santé a souffert, les précaires ont été dans des situations encore plus précaires et le confinement n'a pas aidé, évidemment. Tout le monde n'avait pas la capacité de faire du télétravail et il y a bien eu des personnes, en plus des soignants, qui devaient être sur le terrain pour alimenter les supermarchés, pour être sur des actions de première nécessité. Tout le monde n'avait pas la capacité de pouvoir partir dans sa résidence secondaire, loin des centres-villes hyper denses où l'épidémie, évidemment, a davantage tendance à se propager. Donc, on a vu différents déterminants s'exprimer, des inégalités qui sont accentuées. Et d'ailleurs, une enquête de l'INSEE rappelle début juillet 2020 qu'évidemment les mortalités ont frappé les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, hypertension, diabète, obésité, mais là aussi frappé des personnes en situation de précarité, avec une majorité d'ailleurs de personnes d'origine étrangère qui font les petits boulots, qui ont aussi permis à notre société de tenir. Je pense que c'est important de le rappeler. Ce qui est important aussi, ce qui est intéressant de constater dans cette situation, c'est comment notre système démocratique, et on va dire notre démocratie sanitaire, s'est retrouvé bousculé ou peut-être même s'est retrouvé, on
retrouvé la nécessité de remettre sur la table cette notion de démocratie sanitaire. Alors, ça avait mal commencé, hein, avec un président qui annonce qu'on est en guerre, avec des discours très belliqueux qui, en général, n'aide pas forcément à poser les débats de manière rationnelle, nous plonge dans une mystification et rend difficile les débats scientifiques et avec une possibilité de prendre des choix concertés sur des mesures à prendre, sachant qu'on n'était pas évidemment pas en guerre, à part les soignants, mais la population générale ne prenait pas des bombes sur la tête comme en Syrie ou ailleurs. Donc il y avait une surdétermination du contexte qui ne facilitait pas forcément une approche de démocratie sanitaire où j'entends par là une application des acteurs, des ayants droit, on va dire des malades, des potentiels patients, du corps soignant, des élus locaux. Cela s'est fait progressivement ensuite. C'est dans un second temps que, après s'être rendu compte que manquant de masques et de gel hydroalcoolique, nos concitoyens n'avaient pas attendu l'État pour se mobiliser avec toutes les personnes qui ont fait des masques plus ou moins bien. Mais enfin, en tout cas, on a vu une mobilisation des gens qui ont aidé des personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir. Enfin, il y a eu une mobilisation, mais heureusement qu'on n'avait pas à tout attendre de l'État. Et dans un second temps, le discours politique a changé avec un discours beaucoup plus inclusif, un discours où on a accepté la dimension participative et où les élus nationaux ont davantage écouté, donné l'impression d'écouter et les soignants et les élus locaux dans une montée en charge progressive d'une réponse qui se mettait en place. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant à observer. Et évidemment, d'un point de vue médical, ça a été particulièrement difficile. Beaucoup de médecins, moi et d'autres, ont été dans des situations où on a eu à accompagner des personnes vers la mort sans forcément avoir toujours les médicaments adéquats. Je pense à tous mes confrères soignants en EHPAD qui ont payé un lourd tribut parce qu'ils ont eu à gérer des patients dans des états cliniques de fin de vie sans moyens, sans possibilité de transfert à l'hôpital qui était saturé et qui avait dû faire des priorisations en termes de prise en charge. C'est normal. Donc, on a vu différentes situations assez exceptionnelles pour un système de santé d'un pays dit riche. Et je m'arrêterai là parce qu'on enchaînera ensuite sur évidemment la question de la vaccination. On a manqué et on manque encore. Et si on veut s'en sortir, comme le rappelait Karine tout à l'heure, dans les mois prochains, c'est certes en renforçant la vaccination, mais c'est en donnant davantage de moyens à une santé publique de terrain. Bien sûr, en consolidant l'hôpital et en continuant à donner des moyens au secteur hospitalier, et peut-être en sortant d'une approche un peu trop de gestion entrepreneuriale de l'hôpital où on est obnubilé par l'idée de faire, on va dire, de rentabiliser et en mettant de côté une approche humaine et proportionnée, c'est une chose, mais en donnant les moyens aussi d'avoir une santé publique de terrain où le fait de tester, tracer, isoler reste fondamental. Aujourd'hui, on est encore en difficulté parce que lorsqu'on a plus de 5 à 10 000 cas au minimum par jour, en situation difficile pour maîtriser une épidémie, mais on espère en dessous de 5 000 cas par jour, et en mettant les moyens qu'il faut, on pourra contrôler l'épidémie en associant à la fois une stratégie vaccinale renforcée et aussi des moyens à l'hôpital et sur le terrain. Et évidemment, les inégalités en matière vaccinale, on va l'aborder maintenant, elles ont été aussi importantes et ça mérite qu'on s'y arrête aussi. Merci Jean-François. Mais peut-être juste très très rapidement, parce que je sais que le temps file vite, et une réponse très courte, peut-être Karine ou Jean-François ou Astrid. Finalement, l'indicateur majeur dont on a toujours parlé, c'était le nombre de lits à l'hôpital. C'était la saturation finalement des hôpitaux. Est-ce à dire que si on avait augmenté le nombre de lits, on aurait géré aussi la crise un petit peu différemment, dans une certaine mesure, un taux de proportion gardé, parce que c'est vrai que mettre sous cloche finalement un territoire entier parce qu'on manque de lits, est-ce que si on devait recommencer l'histoire, on prendrait à peu près les mêmes décisions ou est-ce qu'on s'y prendrait autrement? Peut-être juste très rapidement, Karine. Non, alors c'est vrai que cette histoire du nombre de lits n'arrête pas de revenir sur le tapis dans toutes les discussions. Est-ce qu'en augmentant, en transformant le territoire français en un gigantesque hôpital, est-ce qu'on aurait pu gérer la crise différemment? Certainement pas. Déjà, augmenter le nombre de lits, ça impose des bouleversements majeurs, c'est-à-dire déjà avoir
assez de surface matérielle, de matériel en lui-même, mais également de ressources humaines. Le nerf de la guerre, c'est la ressource humaine. Hein. On n'est pas on peut pas transformer la nation en réanimateur, infirmière de réanimation et tout ce que ça demande que d'avoir des lits de réanimation. Et puis on n'apporte pas une réponse à une pandémie en augmentant de façon infinie le nombre de lits de réanimation. Parce qu'en fait, le propre d'une pandémie et là de la Covid-19, c'est pas uniquement les personnes qui ont besoin de patients en réanimation, mais c'est également tout ce que ça entraîne par ailleurs, le Covid long, etc. Enfin, toutes les autres, toute l'autre morbidité, indépendamment de la réanimation elle-même. Et de toute façon, ça ne peut malgré tout augmenter le nombre de lits de réanimation pour prendre en charge les malades actuels, ça c'est important, mais si on dit on augmente la réanimation pour laisser le virus circuler et vivre normalement, mais non, c'est-à-dire que plus le virus va circuler et plus le nombre de personnes jeunes, sans problème particulier, peuvent tomber malades, et à ce moment-là, on n'arrive jamais au bout, et on aura des millions et des millions et des millions de morts, et pas simplement 3 millions à travers le monde. Ce sera des dizaines, des centaines de millions de personnes qui vont décéder. Merci Karine. Peut-être qu'on va du coup aller du côté de la vaccination, justement, puisqu'on en parlait. En fait, la vaccination, ça a été un peu la clé de sortie de crise, j'ai envie de dire. Tout le monde s'est réjoui d'ailleurs de la vitesse à laquelle on a eu, comme vous l'aviez dit, on a découvert entre guillemets des vaccins sur des plateformes qui sont elles un peu toutes différentes. On va peut-être pas forcément rentrer dans le détail de chacune des plateformes ARN messager et autres, mais est-ce que le vaccin, c'est vraiment, alors là, j'aimerais bien avoir vos avis respectifs. Est-ce que le vaccin, finalement, c'est vraiment c'est la clé complète de la sortie de crise? Et je pose cette question d'autant plus que on sait bien que on a la logique des variants qui sont en train de se multiplier un petit peu partout. Ça, c'est le premier point. On sait aussi qu'il y a des pays qui avaient largement vacciné leur population et où le virus continue à circuler fortement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça un petit peu? Et ensuite, on reviendra un peu sur les inégalités d'accès. Et ça, peut-être, je redonnerai la parole aussi peut-être à Jean-François et d'autres sur ces questions-là. Alors, qui se lance? Astrid, allez, Astrid, c'est parti. Alors, juste pour vous dire déjà qu'en matière d'infection virale, on n'a rien inventé de mieux que le vaccin. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de développer des antiviraux. Ça n'a rien à voir avec des antibiotiques, même si les antibiotiques, on les utilise depuis pas si longtemps que ça et on commence à avoir des soucis du fait de notre mauvaise utilisation. Les virus sont à l'intérieur des cellules. Et donc, le design, on va dire, des molécules antivirales est difficile. Hein. Alors, ça s'est fait pour HIV, par exemple, où c'est un gros succès. Ça s'est fait pour l'hépatite C. Ce sont des infections chroniques. Donc, ça vaut, je veux dire, on peut gérer les effets secondaires. Pour les infections aiguës compliquées, on n'a pas d'antiviral anti-Covid. C'est clair, 18 mois après, on n'en a pas, même si c'est un virus qui est proche du SARS-CoV ou 1 de 2003, on n'a rien. On n'a pas de molécule antivirale spécifique. Alors, les vaccins, pourquoi c'est bien? Parce que la seule façon pour éliminer un virus de votre organisme, c'est de l'éliminer vous-même avec vos défenses. Et donc, le vaccin fait ce job-là. C'est-à-dire qu'on lui présente le virus ou une partie du virus, une partie bien précise du virus, et on fabrique nos défenses. Donc, le vaccin, c'est le Graal hein, pour on va dire les infectiologues qui traitent les infections virales. Et avoir des vaccins efficaces, c'est vraiment très important. Alors, l'efficacité vaccinale, là, elle a été... il y a eu beaucoup de vaccins. Hein, il y a beaucoup de vaccins qui sont sortis et certains ont une efficacité sur la mortalité et les formes graves qui sont quasi inégalées. Hein, et surtout en réponse quand on vaccine même des personnes âgées. Donc, avec une partie de la population qui répond quand même pas bien, que sont les grands immunodéprimés, notamment les greffés. Et donc, ces personnes, il va falloir les protéger
parce qu'elles vont pas pouvoir forcément être protégées par la vaccination. Je reviendrai sur quelque chose qu'a dit Jean-François, mais du côté, on va dire, surveillance. Les virus, vous avez vu, on ne peut pas vraiment y échapper. On peut contrecarrer leur circulation. Comme a dit Karine, on n'a pas été du tout synchrone en Europe sur les mesures barrières, les mesures de confinement, et ça génère des variants. Clairement, puisque sur un virus, il faut taper vraiment fort pour qu'il n'y ait pas un variant qui sorte et qui remplace celui d'avant. Clairement, en France, on n'a pas développé toutes ces dernières années de système de surveillance par séquençage des virus. Et on l'a vu qu'on était très en retard par rapport à des pays comme l'Angleterre. Et donc ça, j'espère que c'est quelque chose que tout le monde a compris, c'est que les virus, il faut les surveiller quand ils circulent beaucoup, mais aussi quand ils ne circulent pas beaucoup. Et ça, c'est toute la problématique, parce que quand ils ne circulent pas beaucoup, on vous dit que ça coûte trop cher. Mais si on ne les surveille pas, ils finissent par nous échapper. Et donc là, on a eu un vrai problème de moyens, pas assez de séquenceurs, pas assez de gens compétents en séquençage haut débit, etc. Et donc là, on essaie de rattraper. Il faut se dire que de surveiller les virus, ça coûte cher au système, mais ça coûtera, on va dire, toujours moins cher que de développer des lits de réanimation, comme dit Karine, de faire un énorme service de réanimation. Donc, la prévention, c'est le maître mot en virologie et en matière d'infection virale. Donc, il faut absolument penser prévention. Alors, il y a la prévention sociale, il y a la prévention, mais il y a la prévention aussi, on va dire, médico-scientifique qu'il faut financer. D'accord. Merci Astrid. Peut-être Karine sur les vaccins, puis après, je donnerai la parole à Anne qui a levé la main. Peut-être justement un peu sur les vaccins. Est-ce que ça va vraiment nous aider à complètement sortir de la crise, à éviter des vagues supplémentaires, ou en tout cas d'avoir des vagues, peut-être des vaguelettes plutôt que des tsunamis. Oui, alors on voit quand même, pour conforter ce que dit Astrid, on a des vaccins qui diminuent de 100%, c'est-à-dire qui préviennent quasi la totalité des formes sévères et graves qui amènent les personnes à l'hôpital en réanimation, et qui diminuent également fortement la contamination, la transmission de personne à personne. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, quand les vaccins sont arrivés, il y a eu en même temps l'émergence d'un complotisme et de campagne anti-vax très forte sur des arguments comme eux, et ça je l'ai vu d'ailleurs dans la série des questions qu'on a reçues. Le vaccin est un organisme génétiquement modifié, ça va vous modifier votre ADN, etc. Donc non, de nouveau, le vaccin à ARN messager, je suppose que l'auditeur fait référence à ce type de vaccin-là, n'est pas un organisme génétiquement modifié et ne va pas s'intégrer à votre ADN pour vous modifier. On a même vu des choses complètement aberrantes comme vous allez pouvoir capter la 5G, etc. Enfin, vraiment des arguments typiquement complotistes. Non seulement la vaccination permet de protéger des formes graves et de diminuer la contamination, mais en plus, les vaccins ne sont pas à l'origine des variants. Ce qui est à l'origine des variants, c'est la circulation non contrôlée du virus dans une population naïve, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc vraiment, le fait de se vacciner protège, même si effectivement certains vaccins ont montré in vitro une moins bonne activité sur des souches qui n'étaient pas la souche originelle Wuhan, des souches variantes. On a beaucoup parlé de la souche Afrique du Sud. Même si la protection est diminuée, cette protection-là existe tout de même, et la diminution porte principalement sur les formes asymptomatiques, mais il reste quand même une efficacité importante sur les formes graves. Donc oui, il n'y a aucune hésitation. Si on veut pouvoir contrôler la pandémie et se dire, voilà, le virus est derrière nous, eh bien, il faut se vacciner. Il faut qu'on ait vraiment une activité majeure en termes de vaccination. Et je voudrais en profiter pour dire que ce n'est pas simplement vacciner les pays du Nord qui nous fera sortir de la pandémie, mais c'est également insister sur la vaccination dans les pays du Sud, parce que nous sommes un monde globalisé
Et dans un monde globalisé, eh bien, ce n'est pas en protégeant simplement une partie de la population qu'on pourra faire face à une pandémie de cette ampleur-là. Super. Merci Karine. Alors je pense que Anne voulait revenir sur un petit point, puis après Jean-François sur l'inégalité en fait dans l'accès au vaccin peut-être. Anne, rapidement, parce que je vois que le temps. Rapidement, c'est vrai que le vaccin, comme disait Astrid, c'est le Graal pour la protection individuelle, mais c'est vrai que pour la protection globale, ça le serait si finalement tout le monde était très partant et avait un vaccin accessible, ce qui n'est pas le cas. Et on le voit effectivement avec les réseaux sociaux, tout ce qu'évoquait Karine sur les fausses rumeurs, les anti-vaccins. Tout ça, c'est des choses déjà. J'ai l'impression qu'on le découvre alors que on l'a déjà vécu avec Ebola, ne serait-ce qu'en 2014, on l'a vécu avec la polio depuis 32 ans, où les zones de conflit, les fausses rumeurs ont impacté cette campagne de vaccination pour l'éradication de la polio qui n'est toujours pas terminée, 33 ans plus tard. Et aujourd'hui, finalement, on a tous ces ingrédients-là qui sont magnifiés par le côté pandémique et qui fait qu'aujourd'hui, dans chaque chose, dans chaque pays, dans chaque région, on a les mêmes problématiques qui fait que cette immunité collective, finalement, je pense qu'on n'est pas près de l'atteindre. Et c'est pour ça que la vaccination, c'est bien, mais il faut quand même garder à côté toutes ces mesures barrières et ces choses-là. Et c'est vrai que la chose la plus importante là-dedans, c'est que si on veut effectivement arrêter l'émergence de nouveaux variants, c'est cette équité vaccinale à travers le monde qui est très important, parce que si on se souvient, en 2020, on avait dit vaccin bien commun de l'humanité, et finalement, dès que les laboratoires ont commencé à donner des résultats prometteurs, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe, le Japon, l'Australie, tout le monde a fait des précommandes de vaccins à tel point que et le système COVAX et les autres pays n'ont pas pu avoir assez accès aux vaccins. Et aujourd'hui, on a encore des pays qui n'ont pas commencé à vacciner. Ce qui n'est pas pertinent au niveau sanitaire, parce que en nous vaccinant, alors on va dire nous, puisque nous sommes occidentaux en France, on va vacciner la totalité de la population française. De laisser justement circuler ce virus dans d'autres pays peut amener à l'émergence d'un nouveau variant qui va nécessiter à un moment donné la revaccination de nos pays. Donc on est toujours en train de courir derrière tout ça parce que justement on revient sur cette gestion de crise. Karine parlait aujourd'hui de la non-coordination au niveau européen, mais on peut dire au niveau mondial dans cette globalité. Oui. Merci. Merci Anne. On va passer le temps de développer, mais non, mais merci. Peut-être, en tout cas, je voudrais juste relever un point. C'est vrai que le comparatif avec la polio, c'est aussi une logique d'éradication. Et peut-être qu'on n'est pas dans cette logique-là aujourd'hui. En tout cas, ça permet de soulever la question, y compris sur l'obligation vaccinale, etc. Tout le monde n'est pas affecté de la même façon. Tout le monde ne meurt pas du Covid et de la Covid. Et donc, peut-être il y a une façon aussi d'ailleurs de voir la question de l'accès un petit peu différemment, sans vouloir non plus partir dans une logique de totale éradication. Mais on va revenir en tout cas peut-être sur cette histoire d'inégalité en fait dans l'accès au vaccin sur divers continents. Peut-être Jean-François, s'il vous plaît, en dire un mot. Oui, mais juste peut-être continuer à surfer sur la réalité européenne, même française, où la logique de stratégie vaccinale chez nous, à partir de fin décembre, début janvier 2021, c'est aussi construite sur une logique de gestion de pénurie. On avait des vaccins qui arrivaient au compte-gouttes, et donc il a fallu aussi prioriser les populations cibles. On a commencé avec une logique gouvernementale que je respecte, qui a été de protéger les plus vulnérables, de limiter les mortalités et de sécuriser les soignants et sécuriser le dispositif de soins. Donc, une priorisation des personnes âgées, des soignants, et au fur et à mesure des mois et de l'année qui s'écoulaient, de février, mars, avril, progressivement ouvrir à différentes tranches d'âge, moins sujettes à des risques de mortalité. Voilà, mais ça s'est fait en lien avec une gestion de la pénurie. Alors, on a vu
des controverses dès janvier. Mais pourquoi on ne fait pas des vaccinogrammes d'emblée? Mais la question, c'était pas de souffrir d'un manque de capacité de mise en place de dispositifs. On a l'ingénierie en France, les ressources humaines pour pouvoir mettre en place des dispositifs de vaccination très vite. Ce qui a manqué, c'était les doses. Alors imaginez d'avoir fait des vaccinodromes avec 0 personne dedans, ça aurait été insupportable et ça aurait davantage cristallisé la difficulté qu'a y compris les pays occidentaux à pouvoir s'approvisionner en vaccins. Et simplement, je voulais aussi aller dans le sens de ce qu'évoquait Karine tout à l'heure sur à ce moment-là, le pari que le président fait de s'affranchir du discours scientifique et des modélisations pour essayer de répondre à cette tension qui n'est pas facile, une tension entre enjeux de santé publique et enjeux économiques, sociétaux, de dire, bah voilà, moi je vais un peu lâcher la bride, je fais confiance à la montée en charge de la vaccination, sauf que le variant anglais est venu perturber ses plans et que pour autant, il a pas collé davantage à des projections qui disaient qu'en mars-avril, ça allait être très, très, très dur. Et moi, je pense que ce qui a manqué, alors, je pense qu'un gouvernement de droite ou de gauche aurait fait la même chose dans cette situation de pénurie. Mais ce qui a manqué vraiment, ça a été un débat national permettant de poser la question de combien de morts acceptables pour cette stratégie-là. On était à 10 000 morts par mois. Hein, Karine l'a rappelé, 400 morts par jour, en gros 10 000 morts par mois. Donc ça, que ce soit un hyper-président dans une démocratie sanitaire qui impose le fait qu'on aura 10 000 morts par mois et que c'est le nombre acceptable de morts pour pouvoir justifier de s'affranchir des modélisations scientifiques et ouvrir davantage les champs socio-économiques globaux, je pense que c'est quelque chose qui a manqué de débat et qui ne facilite pas la baisse de défiance vis-à-vis du corps politique global. Et sur les inégalités à l'échelle mondiale, on l'a rappelé, Anne l'a rappelé, c'est une erreur de penser qu'aujourd'hui, en nous vaccinant chez nous et en ayant des couvertures vaccinales à plus de 90% peut-être un jour, comme aux États-Unis ou ailleurs aussi, eh bien, on va se protéger des risques d'un effet boomerang, de variants qui pourront arriver d'autres lieux de la planète où le virus reste actif. Et ce virus nous impose une vision de santé publique planétaire. Voilà, c'est peut-être complètement hallucinant, on a l'impression d'être dans des logiques complètement fumistes, mais ça nous oblige à ça. Et on a vu d'ailleurs, évidemment, que beaucoup de pays se sont mobilisés, y compris l'Afrique du Sud, sur la question des vaccins. Le fait d'avoir certains vaccins moins efficaces que d'autres n'a pas aidé à la pédagogie. L'AstraZeneca, évidemment, était moins efficace sur les variants. C'est pas pour rien que l'Afrique du Sud a arrêté de vacciner avec l'AstraZeneca parce qu'elle n'était pas assez efficace pour le variant sud-africain notamment. Mais en même temps, il faut qu'on continue à redire que la vaccination, ça va nous amener le salut. C'est important de se faire vacciner, mais qu'il n'y a pas forcément que ça aussi. Il faut continuer à travailler sur la thérapeutique parce qu'on ne pourra pas vacciner de fait tout le monde pour les raisons qu'on a évoquées, même si c'est ça qu'on devrait faire. Donc, il faut continuer à travailler sur la thérapeutique, continuer à travailler sur la prévention, continuer à sensibiliser et travailler sur toutes les questions de santé environnementale et rappeler que lutter contre l'effet climatique, lutter contre la chute de la biodiversité, c'est aussi mieux se protéger vis-à-vis des maladies émergentes de demain ou de la réactivation de certaines maladies tropicales comme je pense à la trypanosomiase. Et donc, c'est une approche vraiment globale qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on en est loin. Il y a eu des controverses, et je m'arrêterai là sur la question des brevets. Évidemment, des brevets des vaccins pour permettre à certains pays d'avoir accès plus rapidement aux vaccins. On voit bien qu'au-delà des brevets se joue une question de capacité de production massive, ce qui est vraiment difficile pour pouvoir couvrir la planète. C'est vrai qu'on aurait pu poser cette question des brevets dès l'été 2020, au moment où il y avait des premiers résultats qui commençaient à sortir et au moment où les États européens et les pays riches phagocytaient les commandes sans penser aux pays du Sud, notamment en Amérique latine où des mortalités sont très fortes. Tous les pays du Sud n'ont pas une urgence à être vaccinés aujourd'hui, mais certains, oui. On n'a pas eu cette capacité de dire, voilà, il y a énormément de fonds publics qui sont mis sur la table. Il y a des caractéristiques virus dont on sait qu'avec l'émergence des variants, ils vont nous mettre en danger de manière perpétuelle si on n'a pas une couverture planétaire. Et pour autant, cette approche de santé publique planétaire ne s'est pas imposée au moment où il a fallu négocier la répartition des vaccins et peut-être
de mettre sur la table des moyens pour une montée en charge de production plus rapide dès le mois de octobre-novembre, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait que plus tard. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la stratégie et dans la diplomatie d'influence sanitaire, quand Biden dit on va lever les brevets, c'est super à moyen terme, mais à court terme, ça ne répond pas à l'urgence de la prise en charge des mortalités importantes au Pérou, en Afrique du Sud ou ailleurs. Moi, je suis convaincu que la question des brevets est un drame et qu'il va falloir vraiment le mettre sur la table parce que ça va nous limiter dans la capacité de pouvoir répondre aux enjeux à venir, mais qu'il faut aussi pouvoir répartir les doses actuelles. Biden, il aurait été efficace s'il avait dit « Ok, je vaccine pas mes mineurs, je balance toutes mes doses dans les pays où les mortalités sont plus importantes. » Alors, ça n'a pas été fait. Ouais. Et évidemment, politiquement, c'est intenable, mais d'un point de vue de santé publique, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Alors, en l'occurrence, je vais me permettre une petite interjection là, puisque c'est quelque chose que je suis dans le cadre aussi non seulement de l'Observatoire à l'IRIS, mais aussi à MSF. Il se trouve que depuis le sommet de Rome, de plus en plus de pays ont annoncé qu'ils allaient donner un certain nombre de doses. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se posent. Et désolée, je me permets un commentaire, tant pis, je prends la parole. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt en train de voir des groupes de population qui sont moins à risque en train d'être vaccinés, quand l'Afrique aujourd'hui a vacciné moins de 2% de sa population, pour prendre cet exemple-là. Et donc, je pense que c'est un peu dans cette forme d'asymétrie que se pose vraiment la question de la répartition des stocks, en tout cas de ce qui est aujourd'hui disponible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, la levée de brevets qui doit s'accompagner de transferts de technologie, qui doit s'appuyer sur des capacités qui sont existantes dans un certain nombre de géographies, avec l'idée, on y reviendra peut-être tout à l'heure en parlant beaucoup plus de la réponse internationale, du rôle de l'OMS, mais d'essayer justement d'avoir des capacités de réponse, y compris de production, puisqu'il faut quand même le rappeler, la pandémie a demandé de passer de 3-4 milliards de doses produites à 14 milliards pour pouvoir couvrir la planète. Et c'est bien cet effort-là, c'est dans cet effort-là de production que se pose en fait la question des brevets, des transferts de technologie, mais aussi de sécurité sanitaire pour un certain nombre de pays qui ont besoin d'être en capacité eux-mêmes de répondre à la crise sans dépendre systématiquement des pays dits riches. Donc, je vais peut-être juste boucler ça ici. Astrid, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point ? Non, en fait, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Jean-François au sujet d'un débat public sur quel est le nombre de morts supportable. En fait, je pense que c'est une bonne question qu'il faudrait poser, mais je pense qu'elle n'a pas de réponse parce que il y a un vrai problème avec la mortalité. Dans les années 68-69, l'arrivée du variant grippal a fait 30 000 morts en France. C'est passé comme une lettre à la poste, on va dire. Et c'est noté nulle part. Donc, du coup, cet abord d'abord, les nombres de morts, le calcul du nombre de morts, il faut quand même savoir qu'on ne calcule pas tous pareil et que c'est très difficile de calculer ces morts. Et ensuite, qu'est-ce qu'on supporte en fait ? Puisque dans les EHPAD, où il y avait donc un nombre de personnes à risque très important, puisque l'âge médian, je crois, est de 86 ans, il y a à peu près 350 à 400 morts dans les EHPAD par jour hors Covid. Et voilà, ça se passe. Mais quand on meurt d'un virus, je veux dire, est-ce que c'est plus acceptable que quelqu'un meure d'un accident vasculaire cérébral ou d'un virus ? Parce que pour les EHPAD, ça a été dramatique. L'isolement des gens en EHPAD a été complètement dramatique. Cette gestion a été ça a été dramatique pour beaucoup de personnes. Mais en revanche, voilà, 4 ou 5 ou 6 ou 10 morts dans une EHPAD de 110 résidents, c'est insupportable. Et donc, nous, on voit ça, on n'a jamais rien fait sur les épidémies de viroses respiratoires qui tuent les gens tous les ans en EHPAD et on n'arrive pas à avoir de moyens là-dessus. Alors, les gens disent il faut bien mourir de quelque chose, etc. Et là, il y a une pandémie, il ne faut surtout pas mourir du Covid. Donc, je trouve que ce sont des bonnes questions, mais la question autour de la mort, comment on la voit, comment on peut l'accepter, qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, je trouve que c'est vraiment des très grandes questions. Et je ne sais pas si on peut l'aborder comme ça, dans un moment où tout le monde est en crise. Donc, mais je trouve que ça a manqué. Et je trouve que peut-être dans un temps plus paisible, il faudrait s'interroger sur la mort.
En médecine, c'est quand même important. Nathalie, juste. Jean-François, non, leur tourne, okay. Je suis désolée, on laisse la question là, parce qu'après, je voudrais prendre quand même quelques questions. Et donc, je vais donner pas plus que 2 minutes, peut-être, sur les leçons. Et donc, je voudrais, pas de long discours, quelques phrases pour prendre quelques questions quand même des auditeurs sur la gouvernance mondiale, justement. Quelles leçons on peut tirer pour améliorer la gouvernance internationale et mieux répondre aux pandémies? On a parlé de l'OMS un petit peu. Il y a eu des questions, notamment au niveau européen. Il n'y a pas d'Europe de la santé, par exemple. Alors, en 2 mots, peut-être Anne pour commencer, puis si les autres veulent dire, et ensuite, je voudrais prendre quand même quelques questions. Merci. Parce qu'on a la base, on a l'OMS qui était là pour faire chef d'orchestre, et on voit bien que ça n'a été écouté par peu de monde, mais en même temps, l'OMS, elle est constituée par ses États membres, et tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est que cette pandémie, elle ait un peu créé le choc nécessaire et indispensable pour qu'on puisse donner et les financements et les pouvoirs nécessaires à l'OMS de faire une vraie coordination, parce qu'aujourd'hui, ces campagnes de vaccination, ça s'est géré au niveau étatique, national, où chacun a eu des bonnes envies de partager tout ça, et finalement, chacun, lorsqu'ils ont été au pied du mur, que ce soit les pays occidentaux ou l'Inde, plus récemment, a choisi de privilégier sa population. Alors, c'est humain, mais c'est la même façon que lorsqu'on est médecin, on ne traite pas sa famille parce qu'il y a l'émotion qui est impliquée, et on a besoin justement de rationalisation et pas d'émotion dans une campagne de vaccination et dans une gestion de pandémie, et c'est pour ça qu'il faut que ça aille au-delà du niveau étatique, et l'OMS, si aujourd'hui c'est une coquille qui peut nous sembler un peu vide, aurait vraiment cette nécessité d'être nourrie de ce qui se passe cette année et l'année dernière pour vraiment devenir quelque chose de cohérent, pertinent et fonctionnel pour la suite. Merci Anne. Je ne sais pas si les autres voulaient rajouter, mais c'est vrai que c'est juste, moi je peux rajouter un point là-dessus. Il y a des discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée mondiale de la santé qui prennent en compte d'ailleurs la notion de réforme de l'OMS, notamment pour mieux répondre aux pandémies. Et il y a aussi des discussions d'un traité en fait international sur la réponse aux pandémies qui s'appuierait d'ailleurs sur l'architecture internationale qui a été mise en œuvre depuis le début de la crise. Alors pour être sûr de finir à l'heure, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui ont été posées et je voudrais en prendre quelques-unes. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois sur l'histoire, la vaccination. Est-ce qu'il va falloir se vacciner un peu perpétuellement ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, pensable? Réponse rapide, Karine ou Astrid? Allez. Moi, c'est difficile de répondre tout de suite, mais moi, je ne crois pas. Je crois que quand le virus aura fait son émergence, il va rester. Il est trop bien adapté à nous pour être éradiqué ou disparaître. Et peut-être que les réinfections ne vont pas être aussi graves que ça. Et donc, les réinfections pourraient aussi, si elles étaient beaucoup plus atténuées, chez la majorité des gens, il y aura toujours des populations à surveiller de plus près. Elles pourraient justement faire du booster un petit peu pour… vous voyez, les autres virus respiratoires ont quasiment pas disparu, mais la circulation a été extrêmement réduite avec uniquement les mesures barrières et le confinement. Et on attend leur retour. Voilà, mais pas de rougeole. En Europe, ça s'est effondré, etc. Donc, il sera peut-être pas nécessaire de se vacciner ad vitam aeternam. Très bien. Merci beaucoup. Autre question, très rapidement, Karine. A-t-on impliqué les établissements de santé privés pour répondre mieux aux difficultés d'accueil des malades? Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette fausse idée qui circule depuis le début qu'il n'y a que l'hôpital public et les établissements privés n'ont pas participé. Non, bien sûr, les établissements privés ont participé. Peut-être que les difficultés qui ont été observées, c'était surtout dans l'adaptation, en fait, hôpital public, hôpital privé, avec les ARS, donc les agences régionales de santé, qui pilotent un peu les organismes, les établissements de santé par région, ont eu au début un peu de mal à s'ajuster, mais non, bien sûr, les hôpitaux, les structures privées ont participé. Et si je prends par exemple l'exemple de l'Île-de-France que je connais le mieux, en gros, dans les établissements publics, on a pris en charge 35% des malades et 65% dans les établissements privés. Alors, APHP, pardon, je voulais dire APHP 30-35%. Et le reste, 65% dans les établissements privés. Donc non, bien sûr, heureusement qu'ils ont participé, parce que d'ailleurs, c'est essentiellement là qu'on a pu augmenter de façon importante les lits de réanimation.
justement grâce aux salles de réveil des établissements chirurgicaux, etc. Super. Les anesthésistes réanimateurs qui sont arrivés en masse dans les réanimations, eh bien, ils venaient aussi beaucoup des cliniques privées, hôpitaux privés, etc. Donc non, tout le monde a été mobilisé. Super. Je confirme ce que dit Karine. Moi, j'ai pris beaucoup de garde en clinique, en soins de suite et rééducation. Dès février 2020, on avait énormément de patients, beaucoup de mortalité aussi. Alors, c'était pas les services de réanimation, évidemment, effectivement, qui peut-être se sont ajustés dans un second temps dans les structures privées, mais de fait, le privé s'est retrouvé d'emblée même face à la crise, sans forcément attendre que ça soit un lieu de référencement de patients post-Covid issus de la PHP, notamment si on parle de Paris. Donc ça, il faut oublier, tout le monde a été dans le bain d'emblée à des différents niveaux, évidemment. Merci. Ensuite, il y a une question d'une personne qui pose la question comment observez-vous la situation de Taïwan, en particulier sur l'obtention de vaccins, c'est-à-dire qui n'a pas accès à l'OMS, a beaucoup de difficultés d'avoir les vaccins. Quelqu'un veut répondre, sinon je peux essayer de répondre. Je tente la réponse. Alors, c'est pour toi. C'est pour moi, d'accord. Donc, ouais, ça, c'est pour toi. Il y a plusieurs canaux, en fait, pour. Je me suis autorisée cette question. Il y a plusieurs canaux pour pouvoir se fournir en vaccin. Il y a effectivement le canal COVAX qui a été mis en œuvre par l'OMS avec un certain nombre de pays. C'est majoritairement pour les pays à bas revenus avec un mécanisme d'achat particulier qu'on appelle un Advance Market Commitment, des avances d'achat sur les marchés. Mais il y a aussi des pays qui ont rejoint la COVAX comme un mécanisme en fait d'achat groupé et qui ont qui peuvent bénéficier en fait de vaccins par ce canal-là. Et ensuite, il y a des achats bilatéraux directement qui ont été faits de pays à fabricants pour pouvoir y accéder. Ça a été le cas d'Israël, ça a été le cas de nombreux pays, d'ailleurs en Afrique comme en Amérique latine. Et je pense que Taïwan a aussi cette possibilité qui lui est offerte. Voilà, ça c'était pour cette réponse-là. Alors, ensuite, une des critiques les plus fréquentes des vaccins ARN et le peu de recul devant cette nouvelle voie, la crainte de réaction long terme, en particulier chez les personnes jeunes qui estiment ne pas en avoir trop besoin. Et quelqu'un dit « Help, donnez-moi des armes pour les convaincre ». Moi, je veux bien, je veux quand même rappeler que ce sont moins de 3 minutes, Astrid. Oui, des ARN synthétiques qui rentrent dans nos cellules, mais qui ne vont pas dans le noyau et qui sont très rapidement détruits. Être un ARN dans une cellule, c'est difficile. Nos cellules sont bourrées de RNase, donc ces ARN ne persistent pas dans nos cellules. Et donc, évidemment qu'on ne peut jamais savoir ce qui va se passer, mais clairement, il y a quand même très, très, très peu de danger. Okay. Karine, très rapidement. Oui, juste pour compléter ce que dit Astrid, les vaccins ARN messagers n'ont pas d'adjuvant. Alors, vous savez que souvent, ce qu'on dit des vaccins, des effets secondaires à long terme, myosites, etc., c'est à cause des adjuvants, en particulier adjuvants aluminium, etc., etc. Donc, au moins, un argument que là ne peuvent pas brandir les antivax, c'est que dans les vaccins ARN, il n'y a pas d'adjuvant. Donc, comme dit Astrid, les ARN messagers sont très vite détruits après avoir fait leur boulot, et donc, il ne reste rien d'étrangers, entre guillemets, dans le corps. Les anticorps sont nos propres anticorps que produit notre fabuleuse machine immunologique. Donc, il n'y a que la protection contre le virus qui persiste. Il n'y a plus d'ARN messager, pas d'adjuvant, rien. Merci Karine. Et donc une petite dernière, parce qu'il nous reste vraiment à peine 2 minutes. Il ne faut pas oublier que certains pays du Sud ne veulent pas des vaccins, notamment à cause de la défiance de leur population. On ne doit pas sous-estimer leur responsabilité, leur gouvernance, sans pour autant ignorer le problème de répartition. Jean-François, Anne? Oui, c'est vrai. Il y a certaines personnes aussi en France et en Europe qui ne veulent pas se faire vacciner. Et il y a du travail pédagogique à faire. Il y a certains régimes qui sont autoritaires et qui préfèrent ne pas se mettre en tension ou pas avouer les échecs de capacité d'importation et donc transformer les réalités sociales. Enfin, je pense que la grande majorité, en tout cas moi dans tous les pays où j'ai travaillé, les gens dès lors qu'ils sont à risque ou qu'ils sont malades apprécient de se faire soigner ou apprécient d'être vaccinés. Donc c'est la majorité des gens et de fait aujourd'hui le
système COVAX est défaillant. On a besoin d'une approche multilatérale beaucoup plus forte, notamment avec un OMS beaucoup plus fort, mieux organisé, pour pouvoir répondre aux besoins de la planète et de ces populations aussi qui sont à la marge et qui aujourd'hui représentent très peu de pourcentage de personnes vaccinées. Merci Jean-François. Et je vais m'accorder le mot de la fin, puisqu'en fait, certes, il faut un multilatéralisme renforcé. Je pense qu'aussi, on a vu un grand leadership, notamment des institutions africaines, dans la réponse à la crise pour mettre en place des mécanismes d'achat groupés, se battre aussi pour essayer de mobiliser des capacités de production. Et je pense qu'il y a quelque chose, en fait, avec la crise Covid qui est en marche pour aller vers beaucoup plus d'autonomie et de industrialisation, voire de réindustrialisation des territoires pour répondre à la crise. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir pris le temps de ces échanges très, très riches. Comme d'habitude, on aurait pu rester encore, je pense, tranquillement une bonne heure, si ce n'est pas deux, ensemble pour discuter. Merci de nous avoir écoutés aussi, d'avoir été avec nous. J'espère que vous aurez apprécié les différents points de vue qui ont été partagés cet après-midi autour de ce sujet-là. Et maintenant, je vais donner la parole à Zladana Zivkovic. Merci, adjointe au maire de Dijon, qui est avec nous. Et je dis au revoir à tout le monde et je vous laisse la parole, madame. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous toutes et tous. Tout d'abord, tous les intervenants pour leur expertise, leur éclairage qui nous permet de mieux comprendre le monde, je l'espère. Un grand merci également à Pascal Boniface et toutes les équipes de l'IRIS qui, depuis 4 ans, sont partenaires de la ville de Dijon pour ce rendez-vous populaire que les Dijonnais adorent. Ces débats sont menés à chaque fois dans un esprit ouvert, apaisé. Nous ressortons à chaque fois plus riches de ces rencontres et de ces échanges, à l'heure d'une société où tout doit s'opposer en permanence, où l'on ne valorise que les polémiques. Les débats que nous avons suivis nous permettent de sortir de ce manichéisme ambiant tout en éludant aucune question. Comme l'a rappelé Monsieur le maire, François Rebsamen, en introduction de cette journée, il l'a rappelé en tant que maire de Dijon, bien sûr, mais aussi en tant que président de Cité Unie France, l'action internationale des collectivités locales joue un rôle important également dans les relations internationales. À ce propos, en tant qu'adjointe au maire sur cette délégation des relations internationales, je souhaite apporter un petit témoignage ou un retour d'expérience pour illustrer ces propos et le rôle de l'action des collectivités locales. En effet, en marge du concert des nations, la diplomatie des villes peut constituer une sorte de soft power. C'est un espace qui peut échapper un peu au cadre très contraint des États à travers les échanges entre citoyens, des collectivités locales. C'est davantage la société civile qui s'exprime. C'est un petit interstice de liberté où l'on arrive à discuter et valoriser plus ce qui nous rassemble que ce qui nous oppose. Pour citer juste un exemple emblématique au niveau historique, si l'on se remémore le rôle des jumelages dans la réconciliation franco-allemande, par exemple, cette réconciliation s'est beaucoup construite au-delà des signes d'amitié entre États et très protocolaires sur les territoires grâce au comité de jumelage et des échanges entre villes. À Dijon et Mayence, c'est l'un des plus anciens jumelages de France et des liens étroits se sont tissés entre les deux villes puisqu'on a fêté les 60 ans il y a 2 ans. Les liens étroits entre les deux villes et les deux nations ont abouti aujourd'hui à un partenariat très dynamique et un double cursus universitaire entre les étudiants de Dijon et de Mayence. Un autre exemple très concret de la diplomatie des villes et des collectivités, ce sont aussi
c'est aussi ce que j'ai pu observer lors des rencontres France-Balkans que nous avons organisées à Dijon il y a maintenant, c'était en 2018, voilà, avec des élus, des associations, mais des étudiants, donc dans un cadre un peu plus large et pas protocolaire, où nous avons pu parler de l'avenir de cette région des Balkans, avec autour de la table tous les belligérants de cette guerre qui s'est déroulée dans les années 90. Et ils ont tous pu échanger de manière, je dirais, apaisée et regarder l'avenir ensemble et partager les défis qu'ils avaient en commun et surtout partager le problème auquel ils sont confrontés, c'est-à-dire la fuite de leur jeunesse. Et puisque l'on a beaucoup parlé de l'influence des grandes puissances, c'est aussi une zone du monde qui est en proie et au carrefour de l'influence de la Russie, de la Turquie. On l'a vu encore récemment avec les interventions du président Erdogan en Bosnie-Herzégovine, mais de la Chine aussi, avec l'investissement également dans des infrastructures et une volonté affichée d'investir dans cette zone. Donc, en multipliant les coopérations culturelles et universitaires, les échanges de jeunes, nous favorisons les valeurs démocratiques et ce qu'on appelle la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire faire prendre conscience que ce qui se passe à l'autre bout de la planète nous impacte aussi. Et la pandémie en est une illustration flagrante. L'espoir est du côté de notre jeunesse, puisque l'on constate que de plus en plus, la jeunesse est en quête de sens, que les jeunes ne veulent plus rechercher le profit à tout prix, que les valeurs de solidarité et de responsabilité sont actuelles, ce qui nous permet d'être optimistes pour l'avenir. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont suivi les débats d'aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine en présentiel, j'en suis sûre, à Dijon. Ce sera l'année pour Dijon de l'inauguration de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Et oui, la gastronomie, un lien fédérateur et un champ d'exploration à l'international également. Peut-être une piste de table ronde, sait-on jamais. Merci à toutes et à tous.